Salutations à tous. Bienvenue au cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ego, de la personnalité et de l'essence. L'objectif de ce sujet est de nous aider à apprendre à distinguer l'activité de chacun de ces trois aspects de notre psychologie. Apprendre à observer et à reconnaître, dans chacune de nos actions, quand l'ego se manifeste, quand l'essence se manifeste, et quand la personnalité se manifeste, afin que nous puissions les identifier clairement au moment de l'auto-observation. Pour comprendre ces trois aspects, nous allons les analyser un par un. Mais avant de continuer, considérons les différents types d'actes qui existent, car il y en a trois. Premièrement, les actes de l'ego, ou récurrence. Ces actes se produisent lorsque nous ne sommes pas conscients de notre monde intérieur. Au lieu que notre conscience nous guide, ce sont nos défauts psychologiques, l'ego, qui prennent le contrôle. Ces actes se répètent encore et encore. À chaque répétition, l'ego devient plus fort, et les conséquences deviennent plus lourdes. Comme nous l'avons vu dans la conférence sur la loi de la récurrence, l'ego nous pousse à répéter les mêmes actions, à prendre les mêmes décisions, à commettre les mêmes erreurs, vie après vie. Ce sont des actes mécaniques de l'ego qui nous maintiennent prisonniers d'un cycle, jour après jour. Lorsque nous entrons dans une nouvelle existence, nous arrivons avec un destin fixé, tout ce que nous allons vivre est déjà écrit, y compris notre façon de réagir, car nous agissons sous le conditionnement de l'ego. Deuxièmement, il y a les accidents. Les accidents se produisent parce que notre conscience est endormie, nous sommes distraits et fascinés. Ces actes ne font pas partie de notre ligne de destin. Par exemple, il n'est peut-être pas prévu que nous soyons renversés par une voiture à l'âge de 25 ans. Mais si, dans cette vie, nous développons le défaut d'être toujours absorbés par notre téléphone portable, même en marchant, et que nous traversons la rue sans attention, il se peut que nous soyons accidentellement renversés. Cet accident crée alors une nouvelle récurrence. Ainsi, dans la vie suivante, au même âge, nous serons absorbés de manière similaire par une technologie, peut-être plus avancée, mais le défaut sera le même, entraînant le même comportement répétitif et les mêmes conséquences. Troisièmement, il y a les actes conscients. Ce sont les actes qui empêchent les accidents de se produire. Ils arrêtent les nouvelles récurrences et nous permettent de nous libérer des schémas mécaniques de l'ego. Les actes conscients nous libèrent des récurrences et des conséquences que nous portons du passé. Pour que les actes conscients aient lieu, nous devons faire des efforts continus et délibérés pour éveiller notre conscience à chaque instant. Maintenant, examinons en détail l'ego, la personnalité et l'essence, afin que nous puissions approfondir notre compréhension de ces aspects. Qu'est-ce que l'ego? L'ego est connu sous de nombreux noms. Certains d'entre eux vous sont peut-être familiers, mais vous n'avez peut-être pas réalisé qu'ils désignent tous la même chose, l'ego en nous. Par exemple, l'ego est appelé « les moi », cela fait référence aux multiples façons d'être que nous avons en nous. Nous pouvons les observer constamment surgir en nous, le moi colérique, le moi séducteur, l'impatient, le distrait, l'optimiste, le paresseux, l'envieux, le lâche, le tyran, etc. Tous ces aspects sont des parties de notre ego, et ils s'expriment en nous à la première personne. Moi. Je suis. Je ressens. Je désire, etc. Dans le bouddhisme, on les appelle les agrégats psychologiques, car ce ne sont pas des éléments propres à notre psyché, mais des ajouts accumulés tout au long de nos multiples existences. Mais l'ego est aussi connu comme les défauts ou erreurs psychologiques. Puisque ce sont les parties déformées de notre intérieur qui nous poussent à mal agir, à faire du mal aux autres et à nous-mêmes. Il est également connu sous les noms de désir et tentation. Les impulsions que nous ressentons sans cesse et qui nous poussent à céder à nos instincts les plus bas. Souvent, nous essayons de rejeter la faute sur une force extérieure, un Satan ou un démon en dehors de nous. Mais lorsque nous comprenons véritablement que ce que nous appelons Dieu et le diable ne sont pas à l'extérieur, mais vivent en nous, nous voyons que ce « diable » ou « Satan » n'est rien d'autre que l'ego qui vit en chacun de nous. Dans l'Égypte antique, on les appelait les démons rouges de Seth. Dans le christianisme, l'ego est connu comme les péchés. Nous connaissons les 7 péchés capitaux, la paresse, l'avarice, la luxure, l'orgueil, la colère, la gourmandise et l'envie. Ces 7 péchés représentent les principales « têtes » de la légion qui constitue notre ego. L'ego est aussi connu comme l'injustice, l'ignorance,
la douleur et la souffrance. C'est l'ego qui nous fait agir injustement, qui nous maintient enfermés dans l'ignorance, et qui nous fait souffrir. On l'appelle aussi obscurité intérieure, conscience emprisonnée, et il est lié à nos concepts mentaux. Tous ces noms désignent ce qu'est l'ego ou le moi psychologique. En résumé, l'ego est tout ce qu'il y a en nous et qui nous conduit à l'erreur, au mal, et à la souffrance. La haine, le ressentiment, l'impatience, la vanité, l'égoïsme, l'envie, la violence, le mensonge, la trahison, les vices, le sentimentalisme, les attachements, les peurs, les concepts, les croyances, etc. Tout cela se manifeste en nous à chaque instant. Tout cela fait partie de notre ego, et c'est ce qui maintient notre conscience prisonnière et conditionnée. Si nous n'éliminons pas l'ego, nous ne développerons jamais la conscience, car 97% de notre essence est enfermée dans toutes ces formes défectueuses d'être que nous portons à l'intérieur de nous. Il est important de savoir que les moi psychologiques sont nés de toutes les impressions que nous recevons du monde extérieur, des impressions que nous avons échoué à transformer correctement au cours de nos existences. Chaque fois que nous avons été confrontés à une situation et que nous nous sommes laissés fasciner ou identifier à elle, l'énergie que nous y avons investie a créé chacun de nos moi. Au fil du temps, et à travers chacune de nos existences, ces moi se sont renforcés, car chaque fois que nous manquons d'auto-observation ou de conscience de soi, nous leur permettons de se manifester en nous et de se nourrir de l'énergie de nos centres. Le moi psychologique a une nature moléculaire. Il appartient à la 5e dimension, qui est le monde de nos émotions et de nos pensées. C'est pourquoi, dans le monde physique, nous ne pouvons pas voir une émotion ou une pensée, bien que personne ne doute de leur réalité. De même, personne ne peut voir physiquement l'ego lorsqu'il se manifeste depuis la 5e dimension à travers le désir et la justification. Mais à partir de là, il prend le contrôle de notre personnalité, et à travers la personnalité, il prend le contrôle de notre corps physique. Cela nous conduit à agir en fonction du conditionnement du moi qui se manifeste, ce qui nous amène à générer du karma. Chaque moi a sa propre personnalité. Chacun a sa manière unique d'être. Nous pouvons observer, par exemple, que notre moi colérique manifeste une personnalité très différente de notre moi joyeux, ou de notre moi peureux, ou encore de notre moi lubrique. Quelque chose d'autre que nous devons comprendre à propos de l'ego, c'est qu'il existe des moi nouveaux et des moi anciens. Dans nos dernières existences, nous avons créé de nombreux moi que nous n'avions pas auparavant. Par exemple, dans d'autres vies, nous n'avions pas l'ego du téléphone ou du téléphone portable. Ce moi qui se nourrit de toute l'énergie que nous lui donnons en passant des heures et des heures sur ces appareils, jusqu'à ce que nous devenions accros. Ce moi qui nous rend anxieux si nous oublions notre téléphone, et qui nous fait terriblement souffrir si nous le perdons. Mais aussi, dans cette existence, nous avons créé des moi comme celui du conducteur, du joueur de jeux vidéo, de celui qui regarde de la pornographie, de celui qui est sur les réseaux sociaux, etc. Nous pouvons voir comment tout ce prétendu progrès technologique nous donne l'illusion que nous évoluons. Mais intérieurement, cela nous précipite en réalité vers l'involution. Car si nous y réfléchissons bien, nous verrons que ces avancées n'ont servi qu'à nous dégénérer davantage, en créant de nouveaux moi tout en nourrissant encore plus tous nos anciens moi. Car nous portons aussi de très anciens moi psychologiques. Nous pouvons voir, par exemple, le moi de la paresse qui est comme le père de tous les autres. Dans les détails de l'ego paresseux, nous trouvons de très anciens moi comme le moi fêtard, le moi blagueur, le moi qui s'ennuie, le moi désobéissant, le moi distrait, et bien d'autres encore. Et si nous analysons cela de près, nous verrons comment ces nouveaux moi finissent par nourrir les anciens. Nous pourrions prendre l'exemple du moi qui joue aux jeux vidéo, et voir comment cela ne nourrit pas seulement de très anciens moi de paresse, comme ceux du loisir et de la distraction, mais aussi des moi meurtriers, vindicatifs, cruels, voleurs, etc., selon le type d'impression que nous recevons à travers ces jeux. Car dans cette réalité virtuelle, nous faisons tout librement, et nourrissons souvent de manière indirecte certains des moi les plus lourds de notre psychologie, ceux qui, peut-être à cause de notre personnalité actuelle, ne se manifestent plus directement. Et c'est que l'ego évolue. Même au cours d'une seule vie, nous pouvons constater l'évolution d'un moi. Nous pouvons prendre, par exemple, la luxure.
La première fois que la luxure s'est manifestée en nous dans cette existence, cela a peut-être été quelque chose d'aussi simple que de reluquer une personne du sexe opposé et le moi un lubrique. Ensuite, il évolue, et apparaît le moi qui regarde de la pornographie. Puis le moi qui se masturbe. Ensuite, le moi qui fornique avec un partenaire. Mais cela ne s'arrête pas là. De la fornication simple, cela passe au sexe oral. Ensuite au sexe anal. Et dans certains cas, même au cours de la même vie, cela peut évoluer en moi homosexuel, moi célibataire, moi pédophile, etc. Le moi évolue toujours dans sa dégénérescence. Et à chaque existence, son poids moléculaire augmente, et sa force de manifestation devient plus puissante, surtout si nous ne décidons jamais de travailler dessus et de l'éradiquer de notre psychologie. Mais il est important de savoir que tous les moi peuvent être éliminés. Et pour cela, nous devons rester constamment vigilants, vivre dans un état continu d'auto-observation, afin de les découvrir au moment où ils se manifestent, sous forme de désir, dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, et même dans nos omissions. Nous devons observer ce que fait chaque moi, pourquoi il le fait, quand il apparaît, et petit à petit, instant après instant, reconnaître cela comme des manifestations égoïques. Et ensuite, demander à notre Mère divine particulière de les éliminer de notre psychologie. Cette procédure est connue sous le nom de mort psychologique. Et c'est la voie par laquelle nous pouvons nous libérer de l'ego. C'est ce qui nous permettra de libérer l'essence, et de récupérer l'énergie qui devient la matière première avec laquelle nous pouvons nous créer intérieurement et atteindre la seconde naissance. Si nous ne décidons pas de travailler sur nous-mêmes pour éliminer l'ego alors, lorsque nos existences humaines arriveront à leur fin, nous devrons inévitablement passer par le processus d'involution, comme nous l'avons étudié dans la leçon 8. Et là, dans l'involution, tous les moi mourront, mais douloureusement, et de manière involontaire. Ce processus peut durer des milliers d'années, et bien que notre essence finira par en sortir purifiée, elle n'aura pas pu sauver la sagesse acquise durant tout ce tour sur la roue du samsara. De là, l'essence innocente en sortira simplement à nouveau, prête à être reconnectée à la roue, pour tourner encore une fois. C'est pourquoi il est si important de comprendre la nécessité d'éliminer l'ego au cours d'une seule existence humaine, si nous voulons vraiment devenir libres. L'ego nous pousse à commettre d'innombrables erreurs. Il épuise notre énergie. Il provoque toutes sortes de récurrences. Il nous maintient prisonniers dans la répétition, à revivre sans cesse les mêmes situations. Et le pire, c'est qu'il nous empêche d'avancer vers notre être intérieur. Chaque moi apporte avec lui des comptes karmiques, des dettes à payer et des recouvrements à effectuer. Si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, nous continuerons à répéter les mêmes leçons encore et encore, sans jamais en tirer d'enseignement, et sans jamais transcender ces situations difficiles. Pour observer les manifestations de l'ego en nous, nous devons apprendre à observer les différents désirs qui surgissent tout au long de la journée. En faisant cela, nous pouvons découvrir quel moi est à l'origine de chaque désir, et comprendre qu'une partie de notre conscience est emprisonnée dans ce défaut. Nous expérimentons toutes sortes de désirs pendant la journée. Le désir de boire. Le désir de se battre. Le désir de ne rien faire. Le désir de se masturber. Le désir de critiquer, et bien d'autres. Si nous apprenons à nous refuser ces désirs constants de l'ego, nous cesserons d'être esclaves du désir. Et nous sauverons la lumière qui est la sagesse. Et le feu qui est l'amour et l'enthousiasme. Qui est le pouvoir d'agir à la recherche de la conscience. Maintenant que nous savons déjà ce qu'est l'ego, voyons ce qu'est la personnalité. La personnalité est le véhicule énergétique qui permet à nos défauts psychologiques de se manifester en nous. Lorsqu'un bébé naît, il n'a pas encore de personnalité créée, il n'a pas encore de façon d'être. Il est simplement. C'est pour cela que les défauts psychologiques ne peuvent pas encore se manifester en lui. C'est pourquoi le bébé rayonne de cette beauté unique. Chez le bébé, c'est seulement les 3% de conscience libre qui s'expriment. Mais à mesure que l'enfant grandit, il commence à créer sa personnalité, et commence alors à former une façon d'être. Aux alentours de 7 ans, il a complètement créé sa personnalité,
qui à partir de ce moment, sera renforcé pour le reste de sa vie. À travers la personnalité, tous les moi peuvent entrer librement dans la personne. La personnalité naît dans le temps et meurt dans le temps. Il n'y a pas d'avenir pour la personnalité. Elle se forme à chaque existence pour que les moi puissent se manifester dans le corps physique. À chaque nouvelle existence, nous créons une nouvelle personnalité. Et avec la mort du corps physique vient aussi la mort de cette personnalité. La personnalité se forme par imitation. Ce que les enfants voient, les enfants le font. L'enfant observe tout ce qui l'entoure comme une éponge, absorbant ce qu'il voit faire ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, et les autres, puis il les imite. L'enfant commence par imiter les accents et les gestes, mais il commence aussi à imiter les réactions des autres, et à développer une notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. Par exemple, si l'enfant voit que sa mère crie tout le temps, se met en colère, réagit violemment, alors l'enfant intériorise ce comportement et le répète, selon la configuration électropsychique qu'il porte. S'il voit que son père s'efforce constamment d'avoir de l'argent et méprise ceux qui n'en ont pas, alors l'enfant commence à croire que ne pas avoir d'argent est mal, est une chose dont il faut avoir honte. Et ainsi, il grandit en imitant ses camarades d'école, ses connaissances, d'autres membres de la famille. Il imite ce qu'il voit à la télévision, sur Internet, etc., et crée sa personnalité, sa manière d'être. L'enfant commence à développer de nouveaux concepts auxquels il s'identifie, formant le « je suis comme ça ». À partir de là, il commence à vénérer la personnalité. Il commence à dire des choses comme « la meilleure musique, c'est celle que j'écoute. Mon pays est le meilleur pays. L'équipe de football que je soutiens est la meilleure. La religion que je pratique est la vraie. » Beaucoup de ces concepts sont défendus jusqu'à la mort, car en les défendant, il croit se défendre lui-même. Lorsque nous devenons fascinés par la personnalité, nous perdons la connexion avec notre propre esprit, notre propre conscience, et nous devenons complètement identifiés et définis par notre personnalité. Nous devenons très conditionnés par ce que les autres vont dire. Nous nous comportons d'une certaine manière, montrons une façade ou un masque qui est la personnalité pour garder une réputation, pour que l'on parle bien de nous, pour être estimé, ou par peur de la critique et du rejet. Avec chaque corps physique, nous créons une nouvelle façade, une nouvelle personnalité, avec un nouveau prénom, nom de famille, niveau d'éducation, statut économique, culture, goût, intérêt, coutumes, habitudes, etc. Notre personnalité est également façonnée par tous les concepts qui nous ont été inculqués ou que nous avons adoptés au cours de notre croissance. Le problème, c'est que comme nous avons tendance à confondre la conscience avec nos concepts de ce qui est bien ou juste, nous croyons facilement agir en conscience alors que nous agissons simplement selon un concept, et non selon la sagesse et l'amour qui sont découverts lorsque nous avons observé le défaut psychologique présent en nous et que nous l'avons éliminé. Notre personnalité est constituée de tous ces éléments liés à la culture, au niveau socio-économique du lieu où nous sommes nés, et à la famille dans laquelle nous sommes venus au monde. Réfléchissez au fait que, dans vos existences antérieures, tous ces éléments ont pu être différents, même si votre essence et même votre ego étaient les mêmes. Mais cette personnalité a de multiples fractions, elle possède de nombreuses manières d'être, car chaque moi psychologique a sa propre personnalité. On peut remarquer que l'aspect de la personnalité qui émerge lorsqu'on est joyeux est totalement différent de celui qui se manifeste quand on est triste, ennuyé, en colère ou effrayé. Notre personnalité actuelle n'est qu'un serviteur au service de l'ego. Le véritable problème avec la personnalité, c'est qu'elle nous maintient hypnotisés. Elle nous convainc que ce qui compte réellement dans la vie, ce sont les choses extérieures, la vanité, l'argent, le statut, le luxe, les carrières, les affaires, les apparences. Si, enfin, on nous a appris que l'argent était la chose la plus importante, alors on grandit complètement fasciné par la richesse, comment l'obtenir, comment l'afficher, et on construit toute notre vie autour de cette croyance. Si on nous a enseigné que la famille est tout, alors on se consacre à cela, convaincu que c'est la chose la plus significative de l'existence. Si on nous a dit que ce qui compte, c'est de se démarquer, d'être différent, d'être le meilleur, alors c'est ce que nous poursuivons, en nous comparant constamment, en essayant d'être plus que les autres. Dans chaque cas,
nous devenons obsédés par ce que nous avons été conditionnés à valoriser, et ce faisant, nous oublions la vérité la plus essentielle. Le véritable but de notre vie, c'est le développement de la conscience. Mais au lieu de cela, nous nous perdons dans des illusions, courant après des buts vides de sens, et gaspillant la précieuse opportunité que cette existence nous offre. C'est pourquoi il est important de comprendre qu'il existe deux types de personnalités. La première est ce que nous appelons la personnalité active. C'est celle que la majorité des gens possèdent, et elle fonctionne comme un serviteur de l'ego. Par exemple, disons que la luxure veut s'exprimer. La personnalité entre en jeu pour que cela se produise de manière socialement acceptable. Au lieu d'aller directement vers le désir brut, elle le filtre et le raffine, trouvant un moyen de parler doucement, de flirter, de promettre l'amour et la loyauté, et de jouer tout un rôle. Mais derrière tout cela, l'intention réelle est simplement de satisfaire la luxure. De cette manière, la personnalité active aide chaque moi psychologique à s'exprimer à travers nous, et nous maintient complètement identifiés à nos défauts ou piégés dans leur schéma. Mais il existe un autre type de personnalité, et c'est celle que nous devons développer. C'est ce que nous appelons la personnalité passive. Elle commence à se former lorsque nous arrêtons de réagir aveuglément à nos désirs et que nous commençons à les observer. Quand, au lieu de nous précipiter pour obéir à un défaut, nous faisons une pause, nous réfléchissons. Par exemple, quelqu'un pourrait vous proposer une affaire douteuse, promettant beaucoup d'argent. Normalement, vous réagiriez sans réfléchir, peut-être par cupidité, ou par peur de ce que les autres pourraient dire. Mais la personnalité passive vous permet d'observer d'abord. Vous observez votre mental qui commence à justifier l'idée, vos émotions remplies de peur ou d'excitation, votre corps qui se tend ou devient anxieux. Et alors, vous reconnaissez ce qui se passe, c'est un défaut le moi voleur qui essaie de prendre le contrôle. Et si, à ce moment-là, vous le rejetez consciemment, si vous demandez son élimination, alors votre conscience peut se manifester à la place. Vous serez capable de répondre avec clarté, et non par compulsion. C'est ainsi que fonctionne la personnalité passive, elle devient un instrument réceptif, à l'écoute des indications de votre être intérieur. Et au lieu de servir l'ego, elle commence à servir la lumière de votre propre conscience. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental, l'essence. L'essence, c'est ce qu'il y a de réel en nous. C'est la partie vraie, immortelle de notre être. Et en vérité, c'est la seule chose qui ait une valeur authentique. Elle a toujours été la même, depuis le tout premier instant où nous avons émergé du soleil absolu sacré. C'est ce que nous sommes réellement au-delà de l'ego, au-delà de la personnalité. Contrairement à l'ego, qui est un ensemble de défauts, et contrairement à la personnalité, qui est façonnée par le temps et la culture, l'essence n'est pas née dans le temps, et elle ne meurt pas dans le temps. Elle est éternelle. Inchangeable. Permanente. Elle n'agit pas en fonction de ce que pensent ou disent les autres. Elle ne dépend ni des modes, ni de la pression, ni de la peur. L'essence agit toujours de manière consciente, guidée par ce qui est juste. Ce qui est utile. Ce qui est vrai. Et elle n'a qu'un seul but, éveiller toute notre conscience. 100% de notre essence est immortelle, mais elle est divisée en deux parties. Il y a 3% qui est libre et conscient de soi-même, c'est notre conscience. Et puis il y a le 97% restant, qui est emprisonné dans nos défauts psychologiques. Lorsque l'essence est libre, on l'appelle conscience, car elle contient la sagesse. Mais lorsqu'elle est emprisonnée, on l'appelle simplement essence, car ce mot symbolise ici notre innocence, le noyau pur, non corrompu, de notre être. C'est précisément à cause de cette innocence que l'essence a pu être capturée par l'ego, afin qu'elle puisse acquérir de l'expérience et finalement éveiller la sagesse. Notre travail consiste d'abord à éveiller le 3% qui dorment encore en nous. Puis, petit à petit, à travers le processus de la mort psychologique, nous libérons l'essence emprisonnée et l'intégrons à la conscience. Voilà la véritable raison de notre existence. Quand nous étions petits et que notre personnalité n'était pas encore formée, ces 3% de conscience étaient encore éveillés. Mais vers l'âge de 7 ans, lorsque nous commençons à utiliser pleinement la raison, ces 3% s'endorment. À partir de là, ce n'est que dans de rares cas que nous entendons à nouveau la voix de la conscience.
Aujourd'hui, notre tâche est de réveiller à nouveau cette conscience. Et nous ne pouvons l'éveiller et la développer qu'en pratiquant les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Que cherche l'essence? À l'encontre des désirs de l'ego et de la personnalité, l'essence tendra toujours à libérer toutes les essences prisonnières à travers la pratique de la mort psychologique. Les unir aux 3% de conscience libre à travers la naissance spirituelle en pratiquant le suprasexe. Et elle cherchera aussi à aider au réveil des autres frères et sœurs humains, en consacrant du temps et des efforts de manière désintéressée pour partager l'enseignement des 3 facteurs. Telle est toute la mission et le travail de notre être. Lorsque nous donnons une valeur véritable à ce travail, nous pouvons développer notre nature spirituelle, nous connaître réellement et autoréaliser pleinement notre être. Voyons maintenant comment différencier l'ego, la personnalité et l'essence. Il est très important que nous apprenions à les distinguer, et je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez reconnaître quand chacun agit. Supposons que nous marchions dans la rue et que nous croisions une personne que nous ne voulions pas voir, parce que nous lui devons de l'argent. Comment l'ego se manifeste-t-il dans cette situation? L'ego, ce sont toutes les réactions qui surgissent en nous, le désir de se cacher, la colère de l'avoir rencontré, la haine qu'elle réveille en nous, la honte, l'envie de mentir, tout cela, ce sont des manifestations de l'ego à ce moment-là. Comment la personnalité se manifeste-t-elle? La personnalité, c'est le masque que nous mettons. Même si on ressent tout cela à l'intérieur, on sourit à la personne, on la salue poliment, on lui demande des nouvelles de sa famille, alors qu'en dedans on bouillonne d'agacement. Ce visage agréable, c'est le masque de la personnalité dans cette situation. Et comment l'essence pourrait-elle se manifester? Pour que l'essence, qui est la partie réelle de nous, la sagesse et l'amour, puissent se manifester, nous devons être en auto-observation, pour découvrir tous ces défauts psychologiques qui se présentent sous forme d'émotions et de pensées, et reconnaître comment la personnalité influence notre comportement et notre façon de parler. Ce n'est qu'en éliminant tout ce qui est faux en nous que le réel peut se manifester, et que nous pouvons libérer la conscience et la sagesse de la situation. Alors l'essence nous guidera à agir consciemment, sans être conditionné par l'ego ou la personnalité. Mais l'action de l'essence ne peut jamais être réduite à un concept figé, car elle est le réel et le vrai en nous, toujours nouveau et inconnu d'instant en instant. Ce n'est que dans une situation concrète, après avoir éliminé les manifestations de l'ego, que nous découvrons l'action consciente spontanée à accomplir. La conscience n'est pas mécanique, elle ne peut pas être mesurée, conceptualisée, ou enfermée dans des règles morales. Ce qui est conscient dans une situation et un contexte ne l'est peut-être pas dans un autre. La conscience surgit spontanément, et elle est au-delà du bien et du mal. C'est maintenant à nous de mettre cela en pratique, à travers l'auto-observation, pour apprendre à identifier qui agit dans chacun de nos actes. Et voilà quel a été le sujet d'aujourd'hui. Dans le prochain sujet, nous approfondirons l'auto-observation. Nous apprendrons à distinguer l'auto-observation du fait de connaître, penser ou observer extérieurement, en analysant le fait que nous vivons dans 2 mondes parallèles, le monde intérieur et le monde extérieur. Dans cette conférence, nous apprendrons tout sur cette pratique essentielle qui nous permet d'apporter des changements radicaux dans notre psychologie. À bientôt pour la prochaine conférence.